Bonjour, vidéo numéro 24 sur la macrophotographie. Alors, préambule. La macrophotographie, la macrophotographie, cette vidéo va regrouper tout le domaine de la photo à fort grossissement, puisque on va jusqu'à la photo au microscope, donc on va balayer tous les grandissements. Alors, premier préambule, la profondeur de champ est fonction du grandissement final de l'image. D'accord ? Donc il faut aller voir la vidéo numéro 12 et surtout il faut aller voir la page Wikipédia pour les calculs de profondeur de champ en mode macro qui va vous permettre de dimensionner, de prendre compte, de réaliser ce qu'est exactement la profondeur de champ en macrophoto et voilà, pour savoir, pour essayer avant d'investir des centaines d'euros, voire des milliers d'euros, savoir si votre projet photographique est viable ou pas. Voilà. Sachant que si le calcul vous indique qu'il n'y a pas de solution en une prise de vue, il y a toujours la possibilité de faire du stacking, c'est-à-dire de faire, de scanner votre profondeur de champ que vous voulez par des photos successives que vous allez assembler après par logiciel. Et donc ça vous permet d'avoir une idée de jusqu'où vous devrez aller pour obtenir le résultat que vous voulez. Voilà. Deuxième préambule, le grandissement est le rapport de taille entre l'objet et le capteur, puis entre le capteur et l'image, voilà, et l'image finale. Puis le capteur entre l'objet et l'image. Donc il y a une étape intermédiaire qui est le capteur, voilà, qui permet de définir les moyens de prise de vue, mais ce qui compte en final, c'est votre photo accrochée au mur. Et si votre mouche que vous allez photographier, si vous photographiez une mouche qui fait 1 cm de long et qu'en final vous voulez un tirage en 2 mètres où elle va faire 1,80 m de long, le grandissement ça va être 180 fois. Entre 1 cm et 180 cm, il y a un facteur 180. Voilà. Et ce qui paraissait net dans le cadre va tout d'un coup paraître flou au mur. Et troisième préambule, alors ça c'est un truc que je t'ai appris pas plus tard qu'hier, mais c'est vrai que je m'étais jamais fait la remarque, mais aucune image macro n'a jamais marqué l'histoire de la photographie. Voilà. Donc, si vous prenez des bouquins sur la photo, l'histoire de la photo, des biographies, des monographies sur les photographes, et choses comme ça, il y a très très peu de chances que vous tombiez sur un bouquin de macro-photo. Et donc, j'essaye de me redire, c'est pas évident. Voilà, c'est-à-dire que en fait, la macrophotographie, c'est une technique, pas vraiment de l'art, quoi. Ouais. Et en tout cas, comptez pas là-dessus pour devenir riche et célèbre. Voilà. Ce préambule étant fini, on rentre dans le vif du sujet. Alors d'une façon générale, toutes les optiques normales ont une mise au point courte à un grandissement de 1/10. C'est-à-dire que tous les fabricants se sont étrangement toujours limités à des distances de mise au point les plus courtes en fonction de la focale, qui peu ou prou sont les mêmes. Alors, par exemple, un 50 mm va descendre à 50 cm de mise au point.
Alors bien sûr, il y a, ah non, moi le mien il descend à 45 cm, non, moi le mien il descend à 70 cm, des choses comme ça. À 100 mm, ça va descendre à 1 mètre de focale. À 35 mm, ça va descendre à 35 cm de focale. Alors, cette limitation volontaire des fabricants est liée à une chose. C'est un reliquat de la photo argentique et du posemètre à main et de la diapositive. Parce que, en fait, quand vous êtes à la distance de mise au point la plus courte, ça correspond étrangement au grandissement de 1/10. Et il se trouve que c'est à partir de ce moment-là qu'il faut commencer en diapositive, en photo diapositive, à tenir compte du grandissement dans le calcul du diaphragme et dans le calcul de l'exposition, et donc corriger l'exposition en fonction du grandissement, suivant la formule que je vous ai déjà donnée, qui dit que le F sur D, multiplié par le grandissement plus 1, donne le diaphragme, donne l'ouverture réelle de l'objectif. Et donc cette ouverture réelle, normalement, elle doit être corrigée de la transmission, afin d'avoir une ouverture photométrique. Et c'est l'ouverture photométrique que vous donne le posemètre. Voilà. Je vous renvoie à la vidéo sur le diaphragme, qui est une des premières vidéos. Hein. Ça doit être la vidéo numéro 3 ou 4, ou quelque chose comme ça. Pour comprendre les différences entre tous ces diaphragmes-là. Voilà. Donc, après, on peut s'amuser sur le vocabulaire en disant la proxyphotographie, ça va être de grandissement 1/10 à 1/2. La macrophotographie, ça peut être de grandissement 1/2 à 20 fois. La microscopie ou la microphotographie, ça va être de 20 fois à 1000 fois et plus. Voilà. Donc, c'est du vocabulaire, tout simplement. Moi, je ne suis pas très à cheval sur ces termes-là. À partir du moment où on commence à sortir une bonnette d'approche ou un soufflet ou un objectif spécial, à partir du moment où on rentre en dessous du 1/10, du grandissement du 10e, pour moi, on fait de la macro. Voilà. C'est de la sémantique sans intérêt. Voilà. Et voilà. Alors, pour augmenter le grandissement de votre système, vous avez deux solutions. Soit vous augmentez le tirage optique, soit vous réduisez la focale. Alors, augmenter le tirage optique, ça va se faire avec des soufflets et des bagues à longe, et en éloignant l'objectif du capteur, de façon à ce que l'image se projette sur le capteur qui est de plus en plus loin. Hein. Si on a l'objectif, et puis on va projeter l'image sur le capteur, et votre image à l'infini, quand vous photographiez à l'infini, votre capteur est très très près de l'objectif, hein, à sa distance, il est sur son foyer, et plus vous allez vous rapprocher du sujet, plus l'image va s'éloigner du point F' qui est le foyer image, et donc plus vous allez avoir besoin d'augmenter le tirage. Une autre façon d'augmenter le grandissement, ça va être de réduire la focale de votre objectif. Voilà, réduire la focale de votre objectif. Et cela se fait par des bonnettes d'approche. Hein, on en a parlé, alors les bonnettes d'approche, on en a parlé dans la photo d'objet. Alors comme dans la vidéo sur la photo d'objet, j'ai dit que j'allais expliquer dans la vidéo sur la macro ce qu'est une bonnette d'approche, donc je vais vous expliquer ce qu'est une bonnette d'approche, ne vous inquiétez pas. Donc réduire la focale, on peut utiliser des bonnettes d'approche ou des éléments flottants dans la formule optique qui vont se déplacer et dans l'objectif, et donc changer sa distance focale. C'est-à-dire qu'il ne serait pas faux de dire que certains objectifs macro à éléments flottants sont en fait des zooms. Et on ne vous le dit pas. Et quand vous utilisez la bague de mise au point, en fait, vous changez la distance focale de votre objectif, ce qui fait que, comme la distance entre la lentille frontale et le capteur ne change pas, alors c'est le cas aussi des objectifs à monture à mise au point interne.
Alors chez Nikon, ça s'appelle c'est le sigle IF pour Internal Focus. En fait, ben voilà, si la lentille de devant ne bouge pas et si le capteur arrière ne bouge pas, mais qu'on réussit à déplacer la mise au point qui se fait toujours sur le capteur, voilà, je dis ben, si le point, alors je vais faire un petit dessin, Voilà, j'ai fait mon petit dessin. Donc, si on a donc on a deux façons de faire la mise au point. Quand vous avez un objet, quand vous avez un objectif entre guillemets normal, c'est un objectif sans fioriture, sans fioriture optique et choses comme ça, et surtout sans éléments flottants. La mise au point se fait simplement avec un système mécanique pour déplacer la lentille, et donc ça permet que sur ce cas-là, par exemple, on a l'image qui vient de l'infini et puis ça va en f', et puis si on avait un objet A qui était une distance finie, bah, l'image A' serait derrière le point f', et simplement la bague de mise au point permettrait de dévisser l'objectif pour l'éloigner du truc, pour mettre le capteur en A'. Voilà. Ça, ce sont entre guillemets les objectifs normaux. Et puis, ça a commencé avec les téléobjectifs. Ils se sont aperçus que quand vous commencez à avoir une focale de 300 mm de focale, 400 mm de focale et plus, eh ben, il faut quand même beaucoup dévisser l'objectif pour réussir à faire une mise au point proche. Et donc du coup, ça commence à être cher d'un point de vue mécanique à faire ça, parce que les hélicoïdes de mise au point sont des pièces mécaniques quand même assez chères, qui sont chères à fabriquer. Et puis du coup, ça devient lourd, parce que si vous voulez une belle mise au point douce à l'époque, ben, il fallait une pièce en laiton avec une pièce en alu en face. L'alu c'est cher, le laiton c'est très cher, et le laiton c'est très lourd. Voilà. Donc ils ont inventé un système où à éléments flottants ou à internal focus, à focalisation interne, où l'idée, ben, c'est au lieu de déplacer toutes les lentilles, on n'en déplace que quelques-unes. Et donc, du coup, ça permet de raccourcir la distance focale. Et donc, dans ce cas-là, si on prend le même objectif en internal focus, eh ben, on va tourner la bague de mise au point, on va bouger une lentille ou deux à l'intérieur, et puis le point F', il va se déplacer vers l'intérieur de l'objectif, et du coup, le point A' d'image va arriver, comme par magie, à l'endroit où est le capteur. Voilà. Alors, si on prend des objectifs du genre 302.8 Nikon, AIS ou choses comme ça, là, c'est vraiment, quand vous tournez la bague de mise au point, physiquement parlant, l'extérieur de l'objectif ne bouge pas du tout. Hein, comme ça. Et puis si on prend Et par contre, si on prend des objectifs macro, eh bien, en macro, ils sont aperçus que faire un mélange des deux permettait de corriger les aberrations. Parce que les aberrations que l'on peut avoir les aberrations optiques que l'on peut avoir pour un sujet loin ne sont pas les mêmes que les aberrations que l'on va avoir pour un sujet proche. Et donc du coup, ils sont aperçus qu'en mélangeant les deux, c'est-à-dire entre une bague de mise au point mécanique et puis un élément flottant, ce qu'on appelle l'élément flottant du coup, et en le faisant bouger, on allait pouvoir obtenir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que on va avoir une bague de mise au point qui va pas être aussi chère que si on avait fait de manière purement traditionnelle, et puis on va corriger des aberrations. Alors j'ai pas d'exemple photographique à vous montrer, mais par exemple, si on prend chez Nikon le 105 macro ouvert à 4 de la gamme AI/AIS,
Et le 105 macro ouvert à 2.8 de la gamme AIS, ce sont deux objectifs. Il y en a un qui est élément flottant, c'est le f2.8, et le f4 n'est pas élément flottant. Et alors c'est assez amusant parce que quand on les met au grandissement minimum, à la mise au point minimum et donc au grandissement maximum que permet la bague de mise au point, on est tous les deux à 1,5. Eh bien, le 2.8 est à peu près plus court de 2 cm. Et quand on fait la mise au point, on est plus proche du sujet de à environ 4 cm par rapport au 105 ouvert à 4. Et ce n'est pas anodin. Si j'en parle, c'est que ce n'est pas anodin, c'est que c'est un réel choix technique à faire entre ces deux objectifs. Et moi, par exemple, quand j'utilisais beaucoup mon système Nikon, le 105 2.8 était dans mon sac photo comme objectif à portrait de qualité et macro occasionnel, genre tiens, je trouve une jolie petite fleur, je photographie une petite fleur ou une chose comme ça. Mais le 105 ouvert à 4 était au boulot et me servait pour quand je faisais de la photo macro sérieuse. Donc c'est ça qui est paradoxal. C'est pas paradoxal. Je sais pas si c'est paradoxal ou quoi que ce soit, mais voilà. C'est-à-dire qu'entre guillemets, le plus cher des deux, qui était le 105 2.8 micro Nikkor, il était dans le sac pour faire éventuellement de la macro. Et le 105 ouvert à 4, qui était pas cher du tout, parce qu'acheté d'occasion sur eBay, il était utilisé pour la macro sérieuse. Vous voyez, macro du boulot, voilà. Parce que la macro-photographie, moi j'ai fait ça quand j'étais gamin. Quand j'ai commencé, la macrophotographie, ça m'a passionné tout de suite, beaucoup, et j'ai essayé de faire des photos. Alors tout ça, c'était du temps de l'argentique, donc j'ai pas d'exemple à montrer. Et puis, la macrophoto est un élément de mon travail pour photographier les pièces mécaniques qui reviennent des sous-traitants, pour contrôler la qualité, et choses comme ça, quoi, voilà. Donc maintenant, je fais de la photo macro technique. Et j'ai laissé tomber tout à fait l'aspect artistique de photographier des pistils de fleurs, des choses comme ça, ça m'est complètement passé. Donc on en revient. Deux solutions pour augmenter le grandissement et donc diminuer la distance de mise au point, parce que ça veut dire ça aussi, hein. On se rapproche du sujet pour le voir plus net. Donc on peut réduire la focale par des éléments flottants. Alors ça va avoir un impact sur l'utilisation de l'objectif en finale et sa versatilité. Voilà. Et sa versatilité, notamment pour aller au-delà de son grandissement. Comme le 105 2.8 utilise, alors c'est pas le seul, hein, il y a le 105 2.8, il y a la peau Elmarite Leica 100 ouvert à 2.8 aussi qui utilise ça. Il y en a un qui est pas mal, alors je ne vais pas me souvenir son nom, c'est un Rikenon ou un truc comme ça, qui est aussi un 100 ouvert à 2.8 qui marche pas mal, qui étonnamment marche très très bien par rapport au prix où il était vendu, des choses comme ça, et qui repose aussi là-dessus. Donc ça n'est pas peine perdue que d'avoir fait ça, hein. Effectivement, il y a un gain en qualité, des choses comme ça, au niveau du grandissement ennemi, mais quand vous voulez aller un peu plus loin, en fait, ces objectifs-là s'utilisent avec la bague de mise au point complètement dévissée, complètement butée, à partir du moment où vous êtes en macro. Et donc, après, il va falloir jouer avec les bagues à longe, des choses comme ça. Et donc, le souci que l'on va avoir, c'est quand on va vouloir aller à un peu plus que 1, et à excuse-moi, un chat dans la gorge, un peu plus que 1,5, parce que ça va au grandissement 1,5,
et à un peu moins que grandissement 1, parce que quand on va commencer à mettre les bagues à longe, en fait, on va avoir tout de suite des gaps de grandissement qui vont être importants, et donc on va rapidement, ça va rapidement devenir galère avec les bagues à longe, et puis après, on arrive à suffisamment de tirage pour pouvoir sortir le soufflet qui lui permet d'avoir le grandissement que l'on veut, dans une certaine gamme, bien sûr. Hein, puis, voilà. Donc, le choix de l'objectif risque d'être compliqué. La réduction de la focale peut se faire par les bonnettes d'approche. Alors, c'est quoi une bonnette d'approche? Une bonnette d'approche, c'est une lentille simple, simple, façon de parler, que l'on vise devant l'objectif et qui rajoute de la puissance dioptrique à l'objectif et donc réduit sa focale en utilisant la formule 1 sur C est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Ça, c'est la formule approchée. Après, vous pouvez vous intéresser à la formule de Gullstrand qui va tenir compte de la distance entre les éléments. Et donc, vous réduisez la distance focale. Le principe des bonnettes, donc ça existe en plusieurs puissances dioptriques. Une dioptrie, 2 dioptries, 3 dioptries, 10 dioptries. Et la dioptrie est l'inverse de la distance focale, c'est-à-dire que C égale 1 sur F en mètres. C'est-à-dire qu'une dioptrie est égale à 1 sur 1, et donc la focale est égale à 1 mètre. 2 dioptries est égale à 1 sur F, donc F est égal à 1 demi-mètre est égal à 1 demi-mètre, donc 500 mm. Et ainsi de suite, et à la limite une 10 dioptries, donc C est égal à 10, est égal à 1 sur F, donc F est égal à 1 sur 10, est égal à 10 cm, 1 dixième de mètre. Voilà. Et le principe est, quand vous vissez une lentille une distance de focale de 50 cm sur un objectif, eh bien, vous allez passer par les infinis. Et donc, l'objectif mis à l'infini tombera sur le foyer objet de la lentille. Alors, je vais faire un petit dessin. Voilà, j'ai fait mon petit dessin. Donc, vous avez votre objectif. Vous avez votre objectif qui est là. Tac, tac. Quand il est mis au point sur l'infini, l'image se fait en f'. Si vous vissez devant une autre lentille, eh bien, vous allez passer par les faisceaux infinis au milieu, et du coup, vous allez avoir votre sujet qui va être au niveau du foyer de la lentille, du foyer objet de la lentille, et qui va se faire une image au niveau du foyer image de l'objectif. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'on passe par les infinis. Quand vous allez tourner la vague de mise au point, votre sujet va se rapprocher de la lentille, et donc quand vous allez augmenter le tirage, et l'image va se placer derrière. Ça ne change pas. Le problème, entre guillemets, c'est que du coup, la variation de mise au point va être relativement faible, et c'est pour ça que les lentilles d'approche permettent permettent une variation de grandissement relativement faible finalement, et existaient dans les catalogues en 2 ou 3 puissances disponibles minimum par marque. Voilà. Et l'idée était de permettre de... Alors pourquoi il y avait ça? D'abord parce que le fabricant, la marque, a une idée derrière la tête, et forcément, veut vous vendre du matériel. Veut vous vendre son matériel et veut vous vendre du matériel. Voilà. Et donc,
Et donc du coup, il y a un phénomène de gamme qui est faite, et puis voilà. Alors il y a une gamme de grandissement, et puis il y a une gamme d'accessoires à vendre, forcément. Et donc du coup, chaque marque a sa stratégie pour vous vendre le maximum de matos. Donc du coup, dans les catalogues, il n'y avait pas beaucoup de choix de lentilles et permettait grosso modo de combler les grandissements relativement faibles. Voilà, les grandissements relativement faibles. C'est pour ça que finalement, à la limite, on ne va pas au-delà de 10 dioptries, et encore 10 dioptries, c'est chez... on trouve ça dans les catalogues de ceux qui vendent que des accessoires et pas des appareils. Mais par exemple, chez Nikon, on doit aller à 2 dioptries ou quelque chose comme ça, quoi. Donc 2 dioptries ou 4 dioptries, c'est pas beaucoup. Mais ça va vous permettre de vous rapprocher un peu de votre fleur ou choses comme ça, et ça va vous permettre de gagner un peu en distance. C'est quasiment, c'est la solution la plus sûre avec les zooms. C'est la solution la plus sûre. Ça, ça marche avec tous les objectifs et ainsi de suite. Si vous êtes en Nikon, vous pouvez très bien visser une bonnette d'approche Canon. Parce que vous passez par l'intermédiaire du filetage de l'objectif, et si les filetages sont compatibles, ou si vous avez la bague qui permet de passer du filetage de l'un à un filetage de l'autre, voilà, ça peut le faire. Et donc, comme les lentilles sont calculées pour cette utilisation particulière, à peu près n'importe quelle lentille de n'importe quelle marque va sur n'importe quel objectif. Je dis à peu près parce qu'il y a des objectifs où ça a été la seule possibilité d'augmenter le grandissement. Et je pense par exemple au macro Elmarite, à l'Apo Elmarite macro de Leica pour Leica R, qui a un 100 ouvert à 2.8, et bien qui a élément flottant. Et pour passer le gap du grandissement 1,5 pour aller vers le grandissement 1,1, l'option proposée par Leica n'était pas une bague à longe, comme c'était le cas par exemple pour le 60 mm, qui lui n'est pas élément flottant, mais c'était une lentille d'approche, une bonnette d'approche à visser devant. Alors c'est une mémoire, hein, parce que qui doit être composée de 2 lentilles, et en fait c'est une partie intégrante de la formule optique de l'objectif. Cette bonnette d'approche, on peut l'utiliser sur n'importe quel autre objectif, si ce n'est pas un souci, mais elle a été optimisée pour le 100 macro 2.8 du Leica R. Voilà. Donc la bonnette d'approche, ça peut être pas mal. Moi personnellement, c'est quelque chose que je redécouvre un peu parce que j'en avais un a priori très négatif lié à mes lectures d'époque, des choses comme ça, qui disaient oui, bon, c'est pour bricoler. Mais alors c'est vrai que si vous prenez une bonnette d'approche des années 60, achetée chez Hama, chez Kaiser, ou choses comme ça n'a rien à voir avec une bonnette d'approche Nikon fait pour Nikon, ou Leica fait pour Leica, et ainsi de suite, où là, ça a été optimisé pour être utilisé sur tel objectif et pas tel autre, et ainsi de suite. Donc ça change un peu. Il ne faut pas se leurrer, la bonnette d'approche avec un objectif normal ne vous donnera que par pur coup de bol une qualité équivalente à celle d'un objectif macro. Les objectifs macro sont optimisés pour les optiques d'une manière générale. Les optiques d'une manière générale sont optimisées pour une gamme de grandissement. Voilà. Et plus on va vers des grandissements forts, plus il va falloir des objectifs optimisés pour les grandissements voulus. Alors tout dépend bien sûr de votre recherche. Si vous faites de la photo, moi comme je fais maintenant, je fais de la photo technique, hein, la photo
qui est destiné à montrer, à voir des détails d'usinage dans des pièces mécaniques et des choses comme ça. Je suis à la recherche de la résolution plus que de l'esthétique et plus qu'une quelconque volonté artistique. Hein. Quand vous photographiez une vis, on ne fait pas de l'art, on fait de la technique. Hein. Voilà. Donc, on a vu que pour augmenter le grandissement, on pouvait utiliser des bagues allongées, des soufflets, qui sont des systèmes mécaniques qui éloignent l'objectif du capteur, ou utiliser des compléments optiques qu'on appelle les lentilles d'approche. Une autre possibilité est de retourner l'objectif. Alors, retourner l'objectif, c'est-à-dire qu'on utilise une bague d'inversion. Une bague d'inversion, c'est la baïonnette du boîtier, c'est la baïonnette qui se monte dans le boîtier d'un côté, et puis c'est le filetage pour mettre, c'est un filetage mâle qui se monte à la place du filtre sur l'objectif, et on retourne. Alors, retourner un objectif en macro va permettre deux choses. Il va permettre éventuellement d'augmenter les grandissements, c'est un fait. Il va permettre surtout d'inverser la logique de correction des aberrations et donc du coup de réutiliser les objectifs dans leur domaine de correction. Je m'explique. Par exemple, si on prend un objectif comme le Micro Nikkor 55-35 qui existait en plusieurs versions. Mais si on prend la version 2.3.4, donc la version AI, on va faire la version AI par exemple, donc la version de 1977, et bien par exemple cet objectif-là a été optimisé pour le grandissement de 1/5. Et c'est-à-dire que le calcul optique pour chercher la meilleure résolution a été fait pour le grandissement de 1/5. C'était un objectif dit normal, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'éléments flottants, il n'est pas... Voilà, c'est une formule optique relativement simple. Et donc du coup, l'opticien a très peu de possibilités d'optimisation. Et c'est très difficile d'obtenir un objectif qui soit bon dans tous les rapports de grandissement, sans utiliser des possibilités comme les éléments flottants, par exemple. Et donc, du coup, cet objectif-là a un grandissement optimisé de 1/5, de 1/5. Et donc, si vous retournez l'objectif, ben, du coup, il se retrouve optimisé pour le grandissement 5 fois. Voilà. Voilà, pour 30 balles. En disant 30 balles, je suis en train de m'apercevoir que j'ai acheté récemment des bagues d'inversion, j'ai payé 30 €, et c'est vrai qu'il y a quelques années, quand je les avais achetées en France, je les avais payé 30 francs. Donc voilà, pour 30 €, en cherchant bien, vous allez trouver du chinois à 5, 10, 15 €. Hein. Enfin bon, vous allez pouvoir tout d'un coup avoir une optique qui va être optimisée dans un domaine de grandissement pas mal, quoi, très velu, quoi, très élevé. Voilà. Et donc moi par exemple, je me souviens, donc dans mon ancien laboratoire où je travaillais dans un laboratoire de géologie, et on avait des lames minces de roche, et donc il y avait quelqu'un qui avait photographié ça avec un système Olympus, qui était réputé très bon pour tout ce qui était macro, et il avait utilisé le système de reproduction. Alors les lames de roche, elles avaient la dimension d'un 24-36, donc c'était pratique parce qu'on prenait le système de reproduction diapo qui était en vente libre, et puis à la place de la diapo, on mettait la lame de roche, et puis sur le papier, c'était parfait. Sur le papier, c'était parfait. Puis bon, le mec, il a fait ses photos, puis bah, c'est dégueulasse, c'est pas net sur le bord, c'est dégueulasse, tout comme ça. Je me suis dit, ah bon,
passe-moi ton bazar, et puis je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Et lors de cette... alors c'était du temps de l'argentique, hein, et puis d'abord, c'était un travail pour le boulot, donc j'ai donné les diapos, donc j'ai rien à vous présenter. Mais, et donc je m'étais amusé, et j'avais fait ça, j'avais fait ma repro, j'ai fait mes photos avec du Nikon, donc le boîtier c'était un boîtier Nikon. Et puis le soufflet, je ne me suis pas démonté. Au lieu d'utiliser un soufflet 24-36 truc, j'ai carrément pris comment ça s'appelle, une chambre 4-5 que j'avais. J'ai fait mon montage grandissement 1 et ainsi de suite. Et puis voilà, et au lieu de prendre un 50 mm macro qu'il est truc, j'ai pris un 150 mm d'agrandisseur, donc qui était même pas optimisé pour le grandissement 1, mais je me suis mis dans les conditions, un truc comme ça, et puis j'ai fait mes diapos, et puis j'ai montré, et puis le mec quand il a vu ça, il dit waouh putain qu'est-ce que c'est beau, c'est comme ça, parce que voilà, en fait la seule chose que j'ai faite à dessin, hein, je savais ce que je faisais, c'était pas du bricolage, hein. C'est j'ai utilisé une focale qui était plus longue, et donc du coup, certes j'ai pas pris une focale optimisée pour le grandissement 1, j'ai pris une focale qui était optimisée pour le grandissement 1.5, un 5-1.10, mais j'ai utilisé dans un domaine d'angle de champ beaucoup plus étroit. C'est-à-dire qu'en utilisant un 50 mm, je me serais retrouvé avec un angle de champ de 20 degrés. En utilisant un 150 mm, je me suis retrouvé avec un angle de champ de 10 degrés ou quelque chose comme ça. Or, il se trouve que les aberrations d'angle d'ouverture, donc de champ, les aberrations de champ sont les plus compliquées à corriger. Donc voilà. Et dans cette même séance photo, donc, puisque j'avais des sujets, puisque j'étais installé, puisque j'étais payé pour le faire, je me suis amusé, j'ai pris mon 55 macro cette fois-ci, et que j'ai vissé à l'envers, et puis j'ai fait mes plans de netteté, et ainsi de suite, et j'ai fait une diapo 4-5, hein, donc 10 cm par 12 cm et demi, de la même lame de roche, et tout comme ça, et là, et du coup, là, mon optique, donc mon 55 micro Nikkor ouvert à 3.5, était optimisé pour le grandissement de 1/5, et donc comme je l'ai retourné, je l'ai utilisé au grandissement 5 fois, donc 5 sur 1, et j'étais dans le grandissement 5 sur 1, et donc j'étais au maximum de l'optimisation du truc, et tout comme ça, et puis bon, j'ai montré ma diapo, j'ai amené ma table lumineuse, j'ai posé ma diapo, j'ai posé une loupe dessus, il dit tiens, vas-y Coco, regarde, et ça te plaît, ça, et voilà, et le mec, oh putain, on voit mieux que dans un microscope, voilà, on voit mieux que dans un microscope. Bon. Voilà, petit quart d'heure de gloire sympa. Voilà. Donc en macrophotographie, donc qui est une photo technique, hein, je veux dire, c'est peut-être la plus technique de toutes les photos techniques, hein. La photo d'architecture à côté, c'est peanuts. Et donc, c'est là où il faut s'investir en temps, avant d'investir en argent, par rapport au résultat, à la qualité du résultat que vous voulez obtenir. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de fonction cachée qui va tout d'un coup vous permettre de faire aussi bien qu'un autre si vous ne mettez pas des moyens identiques et élevés. Voilà. Donc, je lis mes notes, la correction de champ proche, CRC, tout ça, c'est alors donc, oui, dans les caractéristiques techniques, quand vous allez lire, vous allez trouver des acronymes ou des choses comme ça, parce qu'ils adorent les acronymes. Et donc, par exemple, chez Nikon, il y a la correction de champ proche qui s'appelle le CRC, c'est un élément flottant. C'est un système à éléments flottants. Voilà. Et donc, je reviens là-dessus parce que c'est important. C'est une chose à savoir parce que forcément, ça va limiter le potentiel de votre objectif. En prenant un objectif qui va être plus facilement corrigé pour
pour un certain grandissement, on risque d'avoir un objectif pas corrigé du tout pour d'autres. Le 105.2.8 Nikkor, donc il a un grandissement, il a un système de correction qui corrige, qui optimise l'objectif entre le grandissement à une image à l'infini et le grandissement à une image à grandissement à 1,5 de manière progressive. Et donc du coup, quand vous allez vouloir utiliser des bagues à longe et des choses comme ça, vous ne pouvez pas revenir à la position d'infini, parce que la position d'infini, l'objectif est corrigé pour l'infini. Donc vous allez avoir un trou dans l'utilisation des bagues à longe, et du coup, ça va devenir moins confortable à utiliser. De toute façon, tout ce que le matériel amène de la qualité optique et amène du confort d'utilisation. Donc, si on est prêt à faire abstraction du confort d'utilisation, on peut avoir des qualités optiques à moindre coût ou différentes ou des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est un choix aussi qu'on fait. Et donc du coup, et Nikon le reconnaît lui-même en disant, bon ben voilà, si vous utilisez sur la bague, c'est gravé, donc l'objectif Nikon 105.2.8 est fait pour être utilisé conjointement avec la bague Nikon PN11, et sur la gravure de la bague de la mise au point, ben, il y a tout un trait qui dit que grosso modo, avec la bague PN11, c'est f8 minimum, parce qu'il faut f8 minimum pour corriger les aberrations que ne corrige plus le système CRC. Voilà. Donc j'ai acheté cet objectif-là en connaissance de cause, et j'ai continué à garder mon vieux 105 ouvert à f4, qui est une très bonne optique, qui est pas chère, et qui est simple comme tout, et qui est optimisé pour la macro, et qui marche très très bien. Voilà. Alors j'ai été chercher le fameux 105 en question. Mais donc, si on regarde la bague de mise au point, alors c'est un nouvel objectif, donc je ne suis pas sûr qu'on va réussir à le faire. Et là, vous avez gravé en blanc, les restrictions utilisant la bague PN. La bague PN, voilà, donc on va marquer PN machin chose, grandissement 1,5. Ben voilà, il faut utiliser de 5,6 à 32, et puis plus on va tourner vers les grandissements, plus on va utiliser, là on est à grandissement 1 sur 1,3, on peut utiliser 4 à 32. 4 à 32, et puis quand on va utiliser grandissement 1, donc là on a marqué grandissement 1, là, j'espère que c'est visible, grandissement 1, on peut utiliser de 8 à 32. Parce que à 2,8, on est revenu dans la position où le système de correction fonctionne. Voilà. Et alors, un moyen facile à voir, c'est l'objectif est tiré à fond, la lentille arrière est toujours à la même place. Vous voyez ? Ça, c'est un objectif à élément flottant. La lentille arrière ne bouge pas. La lentille avant bouge, la formule optique change lors de la mise au point. Vous voyez, quand je réduis, quand j'ai réduit la bague de mise au point, on a fini, la lentille arrière est toujours au même endroit. D'accord ? Donc ça, c'est un moyen facile de savoir si votre objectif est à élément flottant ou pas, quand c'est pas marqué dessus. Voilà. Là, c'était pas marqué dessus, c'était sibyllin dans les... C'était sibyllin dans la comment ça s'appelle, dans la feuille technique, en disant, il vous disait carrément, il y a le CRC, mais le CRC, on ne savait pas ce que c'est, ainsi de suite, et donc du coup, on ne savait pas les implications que ça. Là, j'ai un 42.8 micro Nikkor, voilà, 42 objectifs macro. Celui-là aussi a le CRC, et quand je fais bouger la bague de mise au point au maximum, donc quand je fais bouger la bague de mise au point au maximum, on va voir la lentille qui va s'approcher du truc, voilà, tac tac, ok, et la lentille arrière, elle ne bouge pas,
Donc ça aussi, il a un système CRC. Voilà, donc c'est typiquement, alors celui-là, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais il descend au grandissement 1, je crois. Oui, il descend à 1 direct. Ce qui n'est pas le cas du 105 qu'on a vu qui descend au grandissement 1,5. Le grandissement 1,1 est une comment ça s'appelle, est une valeur psychologique de marketing, ou grandissement 1,5, choses comme ça. Et alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais sur celui-là, qu'en est un autre. Donc ça c'est le Carl Zeiss macro-planar 100 ouvert à 2. Ah, il fait la mise au point, vas-y focus Coco. C'est pas évident pour lui. Hein. On a je ne suis pas sûr que celui-là ne soit pas élément flottant. Mais alors, ce que je vais vous dire, c'est au moins valable pour le 105 micro-Nikkor ouvert à 4. Mais c'est pour vous montrer que celui-là, quand je fais la mise au point pour aller à la mise au point minimum, d'accord, donc on voit l'objectif qui s'allonge, et en fait, l'élément arrière disparaît du bazar. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je reviens à la position infinie, on va voir apparaître l'élément arrière. Pas évident. Vous voyez, là, on voit l'élément arrière qui brille. Voilà, et dès que je vais commencer à toucher la bague de mise au point, ben, le truc se barre, et ainsi de suite. Et à tel point, c'est que quand on a la mise au point minimum, ben, on peut rentrer le doigt. Vous voyez ce que je veux dire? On peut rentrer le doigt. Voilà. Donc, mais bon, je n'ai pas vérifié dans la documentation technique s'il n'était pas avec une correction, truc comme ça, parce que les systèmes à éléments flottants, ça peut être très très discret, hein, ça peut être très très discret, c'est une lentille qui bouge à peine, et ainsi de suite. C'est pour ça que ça a été développé, c'est qu'on s'est aperçu que des fois, en bougeant une lentille de que dalle, on réussissait à corriger grandement le champ, et obtenir une qualité d'image que l'on n'avait pas avant. Donc, vous allez voir des éléments flottants apparaître, même dans des grands angles, genre, je pense au 35 mm FLE, et ainsi de suite. Enfin, voilà. Donc, la macro étant essentiellement de la photo technique, c'est pour ça que l'on va parler beaucoup de technique. Voilà, je tournais la page, donc je m'aperçois que, alors, réduire la focale. Donc, là, on va rentrer un peu dans, maintenant qu'on a vu la technique, comment est-ce que on vit avec ça et comment est-ce que l'on fait des photos et quel choix faire. Parce que là, finalement, vous voyez, je vous ai sorti 3 objectifs, des objectifs macro, j'en ai quelques-uns, parce qu'il y a le 105 ouvert à 4 qu'il n'y a pas, il y a les 55-35 Nikon, alors 55 micro Nikkor 55 f3.5, je dois en avoir 3. Sachant que, alors le premier je l'ai acheté pour en avoir un, donc j'ai la version de 1977. Et puis après, le deuxième, il est arrivé avec un boîtier parce que j'avais acheté un boîtier d'occasion sur eBay et il y avait cet objectif-là avec, donc je l'ai pris. Donc ça, c'était le deuxième. Ça, c'est la version numéro 3, je crois, un truc comme ça. Et le troisième que j'ai acheté, c'est la version numéro 2 du 55-35. Si on compte comme étant la version numéro 1, la 55-35 preset, hein, qui est le toute première version. Parce que, alors pourquoi, et donc j'ai acheté spécifiquement cet objectif-là alors que j'en avais déjà 2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le 55-35 Nikon a été optimisé pour la macro pure et le grandissement 1,5 pour ces 2 premières versions, c'est-à-dire la version preset et la version la première et la version dite compensating, parce que elle est appelée compensating parce qu'au fur et à mesure qu'on fait qu'on fait tourner la bague de mise au point, la valeur gravée sur l'échelle de diaph ne bouge pas, et donc il y a un système mécanique à l'intérieur qui compense ceci en ouvrant le diaphragme au fur et à mesure que vous faites la bague de mise au point, et donc du coup ça compense
la perte d'ouverture liée au grandissement. Voilà, d'où son nom de compensating. Mais c'est pas pour cette particularité que je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que c'est la dernière version du micro Nikkor qui n'est pas spécifiquement optimisée pour la macro. Et la version d'après, la version de 77 par exemple, ou la version de 1982, qui est la version AIS, l'optimisation était altérée de façon à rendre l'objectif plus homogène pour les plans lointains et les plans proches. Voilà. Donc, quand on en est à acheter un objectif macro, on cherche le meilleur rendement, des choses comme ça. Dans les objectifs macro, quand ça commence à s'intéresser à la macro et à la qualité du résultat final et ainsi de suite, eh bien, on va s'apercevoir que il y a plein de possibilités. Et puis, il y a des possibilités. Maintenant, avec Internet, avec eBay, on n'achète plus dans le magasin de sa ville, on n'achète plus au magasin du chef-lieu de canton, on n'achète plus au magasin de la préfecture du département, on achète dans le monde entier. D'accord. Donc, on a accès aux boutiques et aux vendeurs du monde entier. Et donc, du coup, on peut commencer à chercher des choses que l'on pense qui auraient été inaccessibles. Voilà. Et par exemple, donc il y a des objectifs spécialisés dans la macro qui étaient non pas dans les catalogues d'appareils photo des marques, mais qui étaient dans les catalogues d'instruments des marques. Parce que par exemple, alors là j'ai parlé de Nikon et de Leica parce qu'il se trouve que ce sont les deux marques que je connais le mieux et que je ne connais pas des marques comme Olympus très bien ou comme Canon très bien ou choses comme ça. Mais par exemple, une marque comme Nikon et une marque comme Leica avaient différents départements. Et notamment, il y avait le département de la photo d'un côté, c'est celui que je connaissais, et puis il y avait le département instruments. Et Nikon, comme Olympus, comme Leica, avait un département instruments attaché à tout ce qui est microscopie. Ils ne fabriquaient pas que ça, Leica fabriquait des microscopes, fabriquait des théodolites, Nikon fabrique des théodolites aussi, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre marque d'appareil photo, elle ne fabrique pas que des appareils photo. Et donc, il est possible qu'ils aient eu, dans leur histoire, ou qu'ils aient encore actuellement, des départements avec des optiques que l'on peut utiliser. On fait du détournement d'objets moldus dans ce cas-là. Et par exemple, chez Nikon, comme chez Leica, il y avait des systèmes de macrophoto adaptés pour des gens sérieux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour des gens où seul le résultat compte et on se fout du prix. Et donc, mais par exemple Polaroid aussi. Polaroid, vous connaissez peut-être que très moyennement ou de loin. Tout le monde connaît Polaroid pour les appareils qu'on offre à Noël parce qu'on ne sait pas quoi acheter et qu'on dit bah tiens on va lui acheter un Polaroid et puis quand on voit le prix des pellicules on dit bah non faut pas déconner c'est trop cher voilà pourvu qu'il le casse vite mais Polaroid par exemple fabriquait aussi des bandes de reproduction faits pour utiliser leurs films mais fait aussi pour faire de la photo sérieuse photo professionnelle voilà donc ils ont fabriqué ça pendant des années. Et c'est pas, tiens, on va en fabriquer un, on en fabrique 50, on met 10 ans à les vendre, et puis voilà, on dit qu'on en a fait. Non, non, Polaroid, ils ont fait les bancs. Moi j'ai un MP4, il y a eu le MP3, le MP2, le MP1, enfin voilà. C'est des trucs, ça coûtait une blinde à l'époque. Bon. Chez Nikon, comme chez Leica, il y avait ce qu'on appelait les systèmes, alors chez Nikon ça s'appelait le système multiphotographe, et chez Leica ça s'appelait le système Aristophotographe.
qui étaient des systèmes des bandes de reproduction dédiées à la macrophotographie pour photographier dans des rapports de 1,5 à 20 fois, grosso modo. 1,5 à 20 fois. On estime, toujours, on a du matériel à vous vendre, phénomène de gamme et ainsi de suite. Il y a un basculement à partir du grandissement 20 fois, où là on passe à la microscopie. Voilà. Et donc on change de gamme de matériel, choses comme ça. Mais par exemple, donc ces bancs de reproduction qui sont totalement invendables aujourd'hui, les gens qui tombent là-dessus, bon, ben, ils foutent à la benne le banc de repro. Par contre, les objectifs qui ne prennent pas de place, ils se les foutent dans la poche et puis ils revendent ça sur eBay. Et donc moi, un de mes meilleurs objectifs macro que j'ai et que j'utilise pour le boulot, ça va être le Sumar 12 cm, parce qu'à l'époque on gravait les focales en centimètres, ouvert à 4,5. Donc c'est un objectif des années 1950, 1960 grand max. Et bien cet objectif 1950-1960, par rapport à cet objectif Zeiss dernier cri, truc comme ça, qui vaut 4 fois plus cher, 5 fois plus cher. Hein. Ça, on le trouve aux alentours de 2000 €. Hein. Bon, ben, ce Sumar 12 cm ouvert à 4,5 est meilleur. Il est meilleur en barre. Voilà, il est meilleur. Voilà. Il est meilleur aussi que le 105 de 8, il est meilleur que le 40 TX, choses comme ça, hein, c'est meilleur que ça. Et quand vous regardez sur Internet, bon, voilà, c'est un objectif que vous pouvez trouver entre 100 et 400 €. Voilà. Mais même à 400 €, si vous achetez ça à 400 € en vous disant, bon, bah, je n'ai pas envie de me casser la nénette à essayer d'en trouver un moins cher, je prends le premier qui tombe, puis il a dit que c'était bon, même à 400 €, vous avez fait une affaire, quoi, parce que c'est un objectif superbe. Et chez Nikon, vous aviez les macro Nikkor, hein, ça ce sont des... Alors, Nikon fait toujours tout à part, ça ce sont des micro Nikkor, hein, micro Nikkor avec un I comme micro, et il y a les optiques macro Nikkor de chez Nikon, qui sont donc du catalogue instrument et non pas du catalogue photo, et le macro Nikkor, donc il y a des objectifs macro Nikkor. On va retrouver la même gamme d'objectifs qu'on a retrouvé sur l'Aristophone, parce que même souci technique égale même solution et égale même focale, et donc on retrouverait le 120 mm macro Nikkor, choses comme ça. Mais si vous cherchez sur eBay le prix de vente des 120 mm macro Nikkor, là vous comprenez tout de suite que vous n'êtes pas dans le même monde, hein, parce que c'est des objectifs qui, d'occasion, vont se retrouver à quelques centaines, voire quelques milliers d'euros, sans aucun problème. Voilà. Donc, alors ces objectifs-là ont bien sûr il faut bricoler, il faut faire preuve d'inventivité, il faut comprendre ce que l'on veut faire pour les mettre en œuvre. Ces objectifs-là ont des montures à filetage, donc il faut trouver la bague d'adaptation, et choses comme ça. Mais par exemple, moi, ma bague d'adaptation pour utiliser mon Sumar 120 mm sur mon système à soufflet, je l'ai trouvé sur eBay, hein, je ne l'ai pas fabriqué moi-même, hein, je l'ai trouvé sur eBay. Donc du coup, en cherchant bien, en lisant les documentations techniques, en lisant les catalogues d'époque, et ainsi de suite, on réussit à trouver la pièce qui manque pour monter ce que l'on veut, où l'on veut, comme on veut. Voilà, et obtenir le système qui fonctionne. Là, actuellement, par exemple, pour le boulot, j'utilise, alors ça, on va en parler un peu plus loin, pour les photos que je vous ai présentées, et puis je vais remettre là, pour les photos du boulot, bah, j'utilise par exemple un 90 mm Schneider
macro HM 90 mm avec une bague qui permet d'incliner l'axe optique pour faire une profondeur de champ pas sur un plan perpendiculaire à l'axe optique mais sur un plan incliné, et puis des tubes allonge parce que c'était plus compact et plus facile à utiliser. Des tubes allonges achetés, tout ça, ça a été acheté sur eBay. Hein. Ça a été acheté sur eBay et le coût total de ce genre de montage et de bricolage, c'est quelques dizaines d'euros, peut-être 100 euros, 150 euros, parce que je n'ai pas pris soin de forcément chercher la version la moins chère du système, quoi, des bagues et des choses comme ça. Donc la macro photo, on peut faire ça de façon très chère et on peut faire ça de façon très intelligente. Et si on se casse un peu la nénette à chercher un peu, à comprendre ce que l'on veut faire, à aller sur les forums, alors c'est toujours le problème des forums, savoir qui écouter sur les forums, voilà, et pour trouver l'objectif, finalement pas si rare, parce que par exemple le Sumar 12,5 cm, il y en a peut-être 50 ou 100 à vendre sur eBay par an. Voilà, c'est tous les 2 jours, 3 jours, il y en a un nouveau qui sort, et ainsi de suite. Voilà, et alors moi je peux parler du 120 mm Sumar parce que je l'ai, mais il existe dans d'autres focales. Alors je ne sais pas ce que valent les autres focales parce que je ne les ai pas, donc je ne les ai pas essayées, mais on le trouve en focale 10 cm, 8 cm, 8,5 cm, et puis il doit y avoir à 4 cm et demi ou 4,2 cm, et puis il doit y avoir à 24 mm, et ainsi de suite, quoi, parce qu'ils étaient adaptés à des gammes de grandissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces objectifs-là, du multifote ou de l'aristofote, ils sont adaptés à une gamme de grandissement. Parce que, donc c'est pour ça qu'il faut avoir la doc technique d'origine pour savoir lequel vous intéresse. Et la focale la plus longue est étonnamment faite pour le grandissement le plus court. Voilà, puisque le principe de réduire la focale est intéressant pour la macrophotographie, parce que plus vous réduisez la distance focale, plus pour un tirage, donc un éloignement de l'objectif au capteur qui est finalement encombrant, comme ça, il va coûter cher, ça va être intéressant. Voilà. Je m'étais amusé à faire de la macro à la chambre avec à la chambre photographique. Je vous renvoie à la vidéo sur les différents types d'appareils. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en chambre photographique, on trouve plus facilement des objectifs de bande repro à pas cher. Les objectifs les moins chers que l'on trouve qui sont utilisables pour les chambres photographiques sont les objectifs de bande repro. Parce que ça, c'était fabriqué à des milliers et des milliers d'exemplaires et qu'on en trouve très très facilement. Donc j'ai essayé de faire de la macro avec un objectif comme ça, donc avec un 600 mm de focale, en grandissement 1, c'est-à-dire avec 1,20 m de soufflet. Voilà, donc l'appareil photo, il faisait grosso modo 1,20 m, 1,30 m de long. Voilà, je me suis amusé à faire de la macro avec ça. Bon, bah oui, j'étais à grandissement 1. Bon, le résultat n'était pas joyeux, n'était pas qualitatif parce que l'objectif est calculé pour des grands formats d'images et des grands formats de capteurs. Donc à l'époque, j'avais fait mon essai sur un APS-H, donc un agrandissement, un facteur de crop de 1,33 et 6 millions de pixels. Donc le résultat n'était pas joyeux. Mais voilà, ça fonctionnait. Et puis d'un point de vue profondeur de champ, bah, j'avais la même profondeur de champ, puisque la profondeur de champ, elle est fonction du rapport de grandissement. Mais par contre, c'était quand même intéressant, quoi, à utiliser. Donc voilà. Mais par contre, c'était une boule de pu à manipuler, parce que vous imaginez l'appareil photo qui fait 1,20 m de long, c'était déjà pour faire la mise au point, ou pour le truc, je suis sur le corps avant, je bouge un peu mon bouton de réglage, je reviens à l'arrière pour regarder, ah j'en ai trop fait, je reviens, tac. Déjà on fait des kilomètres. Hein. Voilà.
Alors, donc réduire la focale est intéressant d'un point de vue coût, mais pose le problème en réduisant la distance sujet-lentille, car on a moins de place pour la lumière. Ça, on n'en a pas tellement parlé, et c'est le moment d'en parler. C'est pas bon non plus pour les sujets farouches. Alors ça, c'est un point qui est explicité nulle part. Et qui est très très important. Le souci majeur que l'on a en macrophoto, c'est en premier la qualité d'image, en deux le grandissement, en trois l'éclairage. Voilà, et donc éclairer, du fait que l'on se rapproche du sujet, on fait rapidement de l'ombre sur son sujet. Donc on est amené à très rapidement en macrophotographie à devoir gérer l'éclairage et voire à ramener de l'éclairage. Alors ramener de l'éclairage tout simplement parce que même avec un objectif à 2,8, agrandissement 1, on a une ouverture de 5,6. 1 plus 1 égale 2, 2,8 fois 2, ça fait 5,6, donc même à pleine ouverture, vous êtes à 5,6. Alors vous allez dire, oui, mais c'est intéressant pour la profondeur de champ. Oui et non, parce que vous ne voulez pas forcément de la profondeur de champ à cet endroit-là, et puis de toute façon, la profondeur de champ, soit on en a trop, soit on n'en a jamais assez, mais on n'a jamais ce qu'il faut. Et je vous rappelle que la profondeur de champ, c'est sur le tirage final qu'on va le voir. Et donc du coup, même si on ferme le diaphragme, et ainsi de suite, et on va se retrouver avec des diaphragmes encore plus fermés, donc on va avoir des problèmes de diffraction, on va avoir des problèmes de grosseur de tache d'Airy, du fait du F sur D. Tout ça, ça renvoie à des vidéos précédentes. Donc pour comprendre ce que je dis, il faut avoir vu les vidéos précédentes. Et donc, tout ça, ça va jouer sur la qualité d'image. On a vu que à la correction des aberrations près, la qualité d'image était obtenue à la pleine ouverture, puisque le diamètre du cercle de la tache de Airy est fonction du diaphragme. Donc plus on va fermer le diaphragme, plus le diamètre de la tache d'Airy va être grand, et donc plus la résolution va être pourrie. C'est pour ça que quand vous lisez dans les tests d'objectifs et à partir de f8, on voit apparaître la diffraction. On voit apparaître la diffraction parce que votre diamètre de tache d'Airy lié au diaphragme fermé fait que ça devient prépondérant sur la taille du pixel et donc sur la taille des détails que vous voulez voir, que vous voulez enregistrer. Donc, à contrario, on en déduit que plus on va ouvrir le diaphragme, plus on aura un diaphragme ouvert, plus le diamètre de la tache de diffraction sera petit et plus la résolution sera potentiellement importante. Les objectifs de microscope, par exemple, n'ont pas de diaphragme. La majorité des objectifs de microscope n'ont pas de diaphragme parce que les objets que l'on observe sont plans, sont posés sur des lamelles de verre avec des couvre-objets, c'est plan et ainsi de suite. Et au contraire, les ouvertures, les F sur D des objectifs de microscope sont très 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 ouverts, puisque quand on va aller vers les objectifs à grandissement 100 fois, donc l'objectif lui-même grandit 100 fois, très souvent, ce sont des objectifs dits à immersion, c'est-à-dire qu'il faut mettre une goutte d'huile entre l'objectif et l'objet, de façon à éviter le passage dans l'air entre l'objet et l'objectif, et ce qui permet d'avoir des faisceaux. Donc je vous rappelle que le F sur D, c'est aussi un cône, et donc d'avoir des F sur D du côté objet très 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 ouvert, et donc ainsi obtenir une diamètre de tache d'Airy que l'on retrouve partout, y compris dans le système objet, très faible. D'accord? Donc, ce F sur D, c'est pas parce que vous faites de la macro et que la bague est graduée jusqu'à 32, ou alors celui-là est 32, et celui-là qu'il faut fermer forcément à 32. Des fois, votre objet et la photo finale que vous voulez en faire va vous permettre d'utiliser f32. L'objectif de 600 mm dont je vous parlais tout à l'heure, lui, il doit avoir un diaphragme qui ferme à f90. Mais à f90, on a une tache d'Airy monstrueuse. Donc il faut que l'objet accepte que le niveau de détail que l'on veut rendre
accepte un tel F sur D. D'accord. L'éclairage. Si on réduit la distance focale, on a un système relativement compact, facile à transporter, facile à emmener, qui permet d'obtenir des grandissements très importants. D'où, par exemple, si on regarde, là, cet objectif, il fait 40 mm de focale, hein, donc c'est un objectif pour APS-C, hein, il ne va pas sur un full frame, il fait 40 mm de focale et il va au grandissement 1. Voilà. Bon, avec un grandissement 1 et un 40 mm, avec ça, vous pouvez faire de la photo à grandissement 1, mais avec 40 mm de focale, finalement, vous êtes tellement proche de votre sujet que la lumière devient un réel problème. La lumière devient un réel problème, et encore, là, ils l'ont fait un peu intelligemment par rapport aux versions d'avant, hein. C'est-à-dire que quand je vais faire la mise au point la plus courte, la lentille affleure l'objectif, parce qu'il y a des objectifs, alors notamment le fameux 55 micro-Nikkor, la lentille, elle est 3 cm au fond. Donc ça vous bouffe encore de la distance à votre sujet pour mettre de la lumière et l'éclairer convenablement. Donc, un des gros soucis de la macrophotographie, c'est l'éclairage. Après, si vous voulez photographier des animaux, des insectes ou des choses comme ça qui se barrent dès qu'ils voient de l'ombre, parce que pour eux, l'ombre, c'est un prédateur, donc c'est le moment de se planquer. Ça va poser problème. Voilà. D'un autre côté, et donc c'est pour ça que je dis c'est pas bon non plus pour les sujets farouches. Voilà. Donc cet objectif-là, je l'ai acheté pour un besoin bien spécifique, qui n'est pas du tout de faire des macros d'insectes sur des fleurs. Je l'ai acheté pour faire des photos de dentiste. Voilà. Et parce que là, le sujet a déjà peur quand on le photographie. Allonger le tirage est encombrant et peu souple. Effectivement, quand on va avoir une grande focale et que toute variation de grandissement significatif va s'accompagner d'un changement de tirage très important. Donc c'est encombrant et peu souple. Mais cela altère moins la qualité optique. Voilà. Effectivement, si votre objectif est corrigé parfaitement pour une certaine gamme de grandissement, changer le tirage en restant dans cette gamme de grandissement ne va pas altérer la qualité optique. Voilà. Ça coûte cher si on veut le couplage photométrique des optiques. Alors, les objectifs ont de tout temps, ont eu de tout temps. Alors, toujours le problème de devoir être précis et exhaustif. Certains objets, enfin le couplage photométrique, c'est-à-dire le couplage photométrique, ça veut dire que l'appareil photo sait quelles sont les valeurs de fonctionnement de l'objectif. Voilà. Donc si vous mettez par exemple un diaphragme fermé, chez Nikon, quand on tourne la bague, alors ça se verra pas, mais enfin il y avait autrefois il y avait ce qu'on appelait la fourchette. Hein, donc, j'oriente mon bazar. Ça se voit, donc on avait ce qu'on appelait la fourchette. Voilà, la fourchette. Alors, la fourchette, ça c'était la fourchette de couplage pour les boîtiers d'avant 1977 chez Nikon. Vous voyez, la fourchette. Et là, on a là, ce qu'on voit, là, je passe le doigt dessus. Voilà. Ça, c'est l'Ergo AI pour Automatic Indexion automatique du diaphragme, et c'est attaché à la bague de diaphragme, ça tourne avec, voilà. Donc ça, ce sont les organes mécaniques qu'utilisait Nikon pour informer le posemètre des réglages du diaphragme. Et je le cherche, alors là, comme c'est noir sur noir, je ne sais pas si ça va se voir, alors je vais l'orienter correctement, voilà. Voilà, je vais leur faire rentrer dans la lumière. C'est pas facile parce que j'ai un écran de contrôle et tout est inversé forcément. Et donc là on a là on a une quéquette. Voilà, là on commence à la voir. Là on a une quéquette qui permet de fermer le diaphragme. Et donc en fait,
quand on monte l'objectif dans la baïonnette, il y a un crochet dans l'appareil photo qui vient prendre cette quéquette. Quand on verrouille l'objectif, la quéquette est en l'air, et quand on déclenche, l'appareil libère la quéquette qui ferme le diaphragme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le couplage photométrique. Sur les objectifs modernes, Nikon, donc ça c'est un objectif moderne Nikon, et donc ça c'est un objectif AFS. Non, excuse-moi. Oui, c'est un objectif AFS, mais c'est surtout un objectif. Alors, attendez, je fais attention. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est là, c'est au bout de mon doigt, il fait la mise au point. Alors, ça brille. Voilà, c'est un objectif G. Un G comme Gaston. Voilà. Les objectifs G n'ont pas de bague de diaphragme. Il n'y a plus de bague de diaphragme. Donc, il n'y a plus l'ergot comme ça. Mais il y a à l'intérieur des contacts électriques qui permettent de dire quelle est l'ouverture maximum de l'objectif, f de 8, et du coup, le boîtier, lui, a toujours son ergot avec sa quéquette et va fermer le diaphragme à la bonne valeur. Parce que sur les appareils mécaniques, l'ergot s'enlevait, le crochet s'enlevait complètement, mais sur les appareils modernes, il est piloté et il s'arrête à la bonne valeur. Et c'est comme ça que les boîtiers Nikon et les objectifs Nikon type G gèrent leur diaphragme. Alors que sur les objectifs, AI, AIS, AFD, choses comme ça, donc les objectifs qui ne sont pas G, il y a une bague de diaphragme, et en fait c'est la bague de diaphragme qui à l'intérieur a une came pour arrêter l'ergot dans la position qui correspond au diaphragme. Si je me mets à 2,8, donc à pleine ouverture, tiens oui, l'ergot normalement il remonte. Ça c'est marrant ça qui fonctionne pas comme ça celui-là. Voilà, et donc ça, c'est un truc, donc ça s'appelle le couplage photométrique. Ça permet donc à l'appareil photo de savoir dans quelles conditions exactement se passe le système. Alors il fait à peu près 40 à 60 degrés dans la pièce, donc j'ai ouvert, j'espère que ça s'entendra pas trop. On va voir. Bon, on va finir. Donc si on est prêt à faire abstraction du couplage photométrique et donc de travailler en manuel, c'est-à-dire à ouverture réelle et ainsi de suite, et à s'ennuyer, allonger le tirage n'est pas si cher que ça, et en contraire, il devient une solution très économique parce que on n'emploie pas forcément les accessoires de la marque, on ne s'ennuie pas avec des déclencheurs doubles et ainsi de suite. Donc il y a toute une gamme d'accessoires qui existent, que l'on peut zapper, et ainsi de suite. Et voilà, parce que quand vous allez voir la différence de prix d'une bague à longe de marque avec les couplages électriques, et puis une bague qui va avoir la gestion juste de l'ergot pour ouvrir et fermer le diaphragme, et puis une bague à longe où c'est juste un tube fileté avec des bagues et choses comme ça, où là où il y a zéro de truc, vous allez passer grosso modo de 10 € à 30 € et à 50 €, 100 €, 200 €, 300 € l'ensemble de bagues à longe. Donc ça a quand même un coût, il faut voir si c'est réellement utile ou pas. Ce système de gestion mécanique ou électrique du diaphragme va poser des problèmes suivant certaines marques, où vous serez obligé de passer par des systèmes avec couplage parce que vous n'avez pas le choix, parce que tout simplement là, si je prends cet objectif là, si je ne gère pas si mon système ne gère pas la position de la quéquette qui ferme le diaphragme, qui règle le diaphragme, ça veut dire que je ne gère pas le diaphragme. Donc je suis tout le temps à l'ouverture la plus fermée. C'est inutilisable.
Alors, pour ceux qui sont en Canon notamment, où vous avez un diaphragme électrique, eh bien, on va vous expliquer qu'il y a des manipulations à faire. Donc, vous montez l'objectif normalement, vous réglez votre diaphragme à f8, vous appuyez sur le test de profondeur de champ pour qu'il ferme le diaphragme à la valeur que vous avez décidée, vous démontez avec donc sous tension. Électronique sous tension, démonter, c'est pas terrible. Vous démontez votre objectif, puis à ce moment-là, vous pouvez mettre votre bague d'inversion et viser dessus. Avec Nikon, qui a un diaphragme qui n'est pas électrique, mais qui a un diaphragme qui est mécanique piloté par le boîtier, cette manipulation ne fonctionne pas du tout. Mais chez Nikon, si vous voulez acheter une bague d'inversion, eh ben, vous allez aussi vous acheter un objectif en monture Nikon qui a une bague de diaph et vous n'aurez pas de souci. Mais par exemple, si vous voulez retourner un objectif Olympus OM de 24-36, comme ça, où la logique du diaphragme est inversée, c'est-à-dire que le diaphragme est ouvert en permanence, et puis quand on le monte sur l'objectif, sur le boîtier, c'est le boîtier qui ferme à la valeur prédéterminée. Et bien quand vous allez le monter retourner, votre objectif il va être ouvert en permanence. Donc la bague de diaphragme elle tourne dans le vide, elle ne sert à rien. Donc il y a des bagues d'inversion pour les objectifs Olympus qui permettent de régler ce problème-là. Enfin, voilà. Donc il faut s'intéresser à ce que l'on achète, et, voir comment ça va fonctionner en retournée, quels accessoires il faut pour le faire. Ça n'est pas impossible. Et puis, comme je vous l'ai dit, voilà, admettons que vous ayez un boîtier Canon, vous voulez acheter une bague d'inversion, donc vous allez acheter une bague d'inversion en Canon pour monter sur votre Canon, et puis par exemple en diamètre 58, parce que c'est le diamètre standard des objectifs Canon, je ne voudrais pas dire de bêtises, hein. Et puis devant, vous pouvez monter un objectif en diamètre 52 ou en diamètre 49 ou en diamètre 58 ou en diamètre 55, parce que si ce n'est pas du diamètre 58, bah, vous allez acheter la bague Step Up, STEP-up, qui va vous permettre de monter un filtre de 58, donc la bague d'inversion c'est comme un filtre, sur un objectif avec une monture de filtre différente. Donc il y a des possibilités d'obtenir ce que l'on veut, simplement pour le coût d'une bague. Alors une bague Step-Up c'est 5-10 euros, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Alors 5-10 euros c'est de l'argent hein, quand même, hein. Finalement c'est de l'argent, c'est du temps de travail, on est d'accord. Mais c'est pas non plus la mer à boire, quoi, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas, voilà. Autre avantage d'utiliser des longues focales, c'est que plus la focale est longue, plus l'angle apparent est grand. Non, excusez-moi, je me suis mal lu. Plus la focale est longue, moins l'angle apparent est grand. Et donc on a une meilleure qualité optique. Voilà. Et donc du coup, on va pouvoir faire un même grandissement, donc une même comment ça s'appelle, une même taille d'objet sur le capteur, même grandissement, avec des focales qui sont plus longues. Et donc ça permet, et donc je reviens là-dessus, à aller taper dans les catalogues, pas forcément photographie, mais catalogue d'instruments. Donc il y a les objectifs macro, il y a les objectifs de bande repro, il y a les objectifs d'agrandisseur. Alors les objectifs d'agrandisseur, ils sont très courants, ils sont faciles à trouver, ils sont relativement peu chers parce que c'est pareil, c'était fabriqué à des centaines, des milliers d'exemplaires et puis plus personne n'en veut maintenant. Mais il faut faire attention pour les objectifs d'agrandisseur parce qu'il y a ce qu'on appelle le système de diaphragme lumineux. Donc pour être utilisé dans la chambre noire et pour voir ce que l'on fait, il y avait des objectifs qui prélevaient de la lumière côté négatif, et pour éclairer la bague de diaphragme. Il va de soi que la lumière, elle va dans les deux sens, et si vous montez ça sur votre objectif, vous allez avoir de la lumière qui va rentrer par la gravure de la bague de diaphragme pour aller éclairer votre capteur. Donc ces objectifs-là ne sont pas inutilisables, il faut simplement veiller à occulter les éléments optiques dans la monture de l'objectif avec de la peinture, avec du vernis noir, de la peinture noire, choses comme ça, ou du scotch ou du gaffeur, pour éviter que la lumière rentre dans l'objectif, et va éclairer le capteur. Alors, la mesure d'exposition et tout ça, parce que là j'ai marqué photomicroscope, Reprodia et photo de vitro qui sont en fait la même problématique.
et qui est le problème de la mesure, Donc typiquement en macrophotographie, on peut utiliser le posemètre intégré de l'appareil photo. C'est même recommandé parce que utiliser le posemètre à main devient très compliqué. Voilà, parce que cette formule-là, c'est la formule simplifiée. En fait, il faut ajouter un bazar en macrophoto qui est ce qu'on appelle le grandissement pupillaire. C'est-à-dire que les objectifs, je vous l'avais montré, quand on le regarde dans un sens et puis quand on le regarde dans un autre, le diamètre du trou, qui est le même, n'a pas, qui est le même physiquement, puisque c'est le même trou qu'on regarde, et le diamètre du trou apparemment n'est pas le même. Et donc c'est ce qu'on appelle le grandissement pupillaire, et ça rentre dans la formule de calcul de profondeur de champ. Et ça rentre bien sûr dans le calcul d'exposition. Et ça, je vous renvoie à la page Wikipédia sur les calculs de profondeur de champ, où on explicite exactement ce grandissement pupillaire. Comment ça sert à rien que je fasse ce serait du copier-coller. Donc elle est là-bas, c'est dans la vidéo sur le diaphragme, sur la profondeur de champ, pardon. En photo, on peut photographier deux types de sujets globalement. On photographie les sujets qui renvoient la lumière et on photographie des sujets qui transmettent de la lumière. Moi, par exemple, là, je suis en train de me filmer, je renvoie de la lumière, je ne produis pas ma propre lumière. Si on ferme les rideaux, si on coupe le soleil, si on est la nuit, moi, je n'émets pas de lumière visible. J'émets de la lumière thermique parce que je fais 37 le matin, comme tout le monde, mais donc les infrarouges, c'est de la lumière aussi, mais je n'émets pas de lumière visible. Il y a d'autres objets qui, eux, transmettent la lumière, c'est-à-dire qu'ils ne la réfléchissent pas, ils la transmettent, ils se laissent traverser par la lumière et ils la transmettent. Et c'est une autre problématique de mesure. Et j'en parle à ce moment parce que c'est dans le domaine de la macrophoto. Ça va être les objets que l'on va photographier en microscopie, donc les lames minces tellement fines que la lumière passe au travers et qu'on éclaire par derrière. Ça va être aussi le cas de la reproduction de diapos. La diapo, c'est le système d'autrefois argentique où on projetait la lumière pour projeter l'image au mur, ou la reproduction de diapo, reproduction de négatif, c'est le même problème. Et ça va être la même problématique dans la photo d'église quand vous allez photographier des vitraux. Les vitraux se laissent traverser par la lumière de l'extérieur, et voilà. Et donc, comment est-ce qu'on fait la mesure de lumière dans ces cas de lumière transmise? Alors, assez très simplement, bien sûr. Quand on connaît le problème, quand on connaît la technique, la solution est toujours très très simple. Donc le problème est le même, le sujet est une source lumineuse, alors il faut un sujet à 100% de transmission, il faut trouver un endroit, une zone dans son sujet où on a 100% de transmission, c'est-à-dire que, mais avec quand même le support du vitrail, c'est-à-dire qu'il faut trouver une zone qui est totalement blanche dans le vitrail. Ça peut être une portion du visage, parce que les visages sont volontiers clairs, mais ça ne peut pas être un vitraux cassé, ça ne peut pas être un trou cassé dans le vitrail. Et dans le cadre de la préparation du microscope, on déplace la préparation pour avoir une zone où il y a la lame, la lamelle, la colle, le baume du Canada, ce que vous voulez, mais pas le sujet. Et on fait sa mesure là-dessus. Et là, on sait que ce n'est pas un gris à 18%, on sait que c'est un gris à 100%, qui en renvoie 100% de lumière. Et donc du coup, on va déplacer le bar graphe sur plus de 1/3, ce qui correspond vaguement à 100%. On est en mode manuel, on fixe son truc, on est en mesure spot, on fixe sa vitesse pour le diaphragme utilisé, puis après on recadre, on déclenche et c'est bon. C'était bon en diapo, ça sera bon en numérique, ça sera bon en argentique négatif. Voilà. Donc on vise la zone la plus claire, on fait une mesure spot, exposition à plus de EV, plus de EV 1/3, on fixe la vitesse, diaphragme, en mode M. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En mode macro sur objet réfléchissant, eh bien, si on n'a pas d'apport de lumière artificielle
on utilise la mesure spot, on va essayer de reconnaître le pourcentage de réflexion de votre objet. Donc si c'est une fleur avec des pétales blancs, eh ben, c'est bon, on va faire la mesure sur le pétale blanc, et puis là on va dire c'est pas du 100%, c'est du 80%, donc on va mettre sur EV2, pardon, sur plus 2 EV, et puis on va recadrer et on va faire sa mesure. La mesure en mode macro et en lumière naturelle, si votre lumière naturelle c'est le soleil, vous pouvez très bien faire la mesure sur une charte de grille à part. L'important étant que la charte de grille reçoive à peu près le même éclairement que votre fleur. Donc il faut s'orienter pareil, il faut faire la netteté. Si vous ne changez pas le système de rapport de grandissement, vous ne changez pas la variation du diaphragme, et donc du coup vous pouvez faire vos paramètres d'exposition à côté, et puis après il va aller sur votre fleur et faire votre photo en mode manuel et pas vous poser de soucis. Il va de soi que cela n'est valable que quand la charte de grille a reçu la même qualité, la même quantité de lumière que votre fleur. Que votre objet, c'est évident. Si vous dites, ah bah, je ne comprends pas, j'ai fait ma charte de grille sur le parking à midi, et puis à 6 heures au fond du sous-bois, mes photos étaient sous-ex. Bah oui, entre midi et 6 heures, déjà le soleil a bougé, la quantité de lumière n'est pas la même. Après, entre le parking où il n'y a pas un arbre et puis le fond du sous-bois, voilà. Et à un moment donné, il faut savoir réfléchir, interpréter ce que je dis pour l'adapter, comprendre que c'est valable, comprendre quand c'est valable et quand, ah bah oui, mais là, ne serait-ce que ça, je me suis tourné de 45 degrés, le soleil a tourné ou choses comme ça, c'est pas la même heure, ça change. Il faut faire attention à tout ça. Enfin, voilà, bon, donc, tout ça pour dire quoi? Que la macrophotographie, c'est le règne de la technique, c'est le paradis de la technique, c'est le paradis de la prise de tête, c'est si vous êtes cartésien, si vous êtes très matériel, si vous êtes très bricole, si vous êtes très technologie, geek, choses comme ça, ça va vous plaire, ça va vous plaire. D'un point de vue artistique, je rappelle mon troisième préambule, aucune photo importante dans l'histoire de la photographie n'est une photo macro. Voilà. Donc c'est un passe-temps joyeux, ça m'a beaucoup amusé quand j'étais gamin. Ça m'emmenait dans des travers techniques dont je n'avais pas les moyens financiers à l'époque, donc j'ai laissé tomber la macrophoto artistique. C'est quelque chose que j'utilise dans mon travail au quotidien pour garder des traces dans mon travail des pièces qui ont été faites en sous-traitance et ainsi de suite, pour faire les rapports d'évolution de projet et ainsi de suite. Donc ça c'est pour mon travail actuel. Pour le travail avant, qui était dans un laboratoire de géologie, je travaillais les photos de lame mince, les photos de cailloux, les photos de roches, tout ça étaient des éléments de communication dans les publications scientifiques. Voilà, donc là j'en suis venu à faire de la photo technique. Voilà, donc, mais pas de la photo artistique, de la photo à but scientifique, voilà, mais pas de la photo artistique. Voilà. Donc après, bah, c'est vous qui voyez. Alors pourquoi j'insiste sur ça, c'est que un bon résultat vouloir espérer un bon résultat sur des sujets simples, type des petites fleurs, et encore plus sur des sujets compliqués, du genre vouloir photographier une libellule en vol, agrandissement 1 ou 1,5. C'est pas un sport de masse. Et ça nécessite un investissement en temps pour mettre au point sa méthode et en matériel qui n'est pas négligeable. Une chose dont je m'aperçois que je n'ai pas du tout parlé, c'est la taille du capteur.
la taille du capteur. Personnellement, j'ai des appareils de différentes tailles de capteurs et des choses comme ça. Il va de soi que pour la macro photo, j'utilise mon capteur le plus petit possible parce que la taille de l'objet ne changeant pas, utiliser un capteur petit me permet d'avoir quand même 20 millions de pixels, parce que je parle de mon Nikon J5 CX, format CX, Nikon One J5. Et les photos que vous avez vues des pièces mécaniques sont faites avec ça. Elles sont faites avec ça et elles sont faites avec cet objectif-là. Donc d'un côté, j'ai un boîtier à 300 € acheté sur eBay d'occasion, et là, il y a un objectif que j'ai acheté 800 € d'occasion sur eBay. Donc l'objectif est 2 fois ou 3 fois le prix du boîtier. Donc voilà, pour le boulot, j'en suis à... pour mes photos de boulot, j'en suis à 1200, 1300 € pour sortir les photos que vous avez vues. On est loin de l'appareil que j'ai acheté pour faire les vidéos sur YouTube, qui est un D5300 que j'ai payé 666 € avec une deuxième batterie et un filtre. Et l'objectif de base, vous voyez ce que je veux dire. Donc par rapport au niveau de qualité que l'on veut obtenir, on peut être amené à avoir des dépenses un peu folles et hors de propos. Il faut voir l'investissement pognon d'un côté et le résultat technique que l'on obtient. C'est à vous à faire vos choix. Je peux pas prendre les décisions à votre place, parce que de toute façon, je ne suis pas quelqu'un de raisonnable en cette matière. Donc voilà, sachant que en finale, la profondeur de champ, c'est la taille du tirage final. Donc d'un certain côté, on va dire oui, mais si la profondeur de champ est fonction du grandissement final, c'est indépendamment de la taille du capteur, qui est une étape intermédiaire. Et ça, c'est pas faux. Ce qui va changer entre les différentes tailles de capteurs dans l'utilisation en macro, ça va être le coût et la souplesse d'emploi du matériel à mettre en œuvre. Si on prend par exemple le cas des photos publicitaires de montres dans les années jusque dans les années 80, c'était fait à la chambre 20-25. C'est-à-dire que la dimension du capteur faisait 20 cm par 25 cm. Et donc une montre, ça fait grosso modo tout déplié dans les 20 cm, donc on était quasiment à grandissement 1. Manipuler une chambre 20-25 n'est pas à la portée du premier amateur venu. Le coût de la chambre 20-25 diminue de façon drastique parce que c'est une boule de pu à manipuler, mais ça reste encore au jour d'aujourd'hui très cher. Et les amateurs qui achètent des 20-25 ne font pas des photos de montre, parce que la technique à mettre en branle pour obtenir ça, c'est une boule de pu. Une boule de pu à utiliser, quoi. Voilà. Vous allez sortir un objectif type 30 cm, 300 mm, agrandissement 1, vous avez 60 mm, 600 mm de tirage entre l'objectif et le truc. L'appareil fait 20 kg, voilà, c'est infernal, voilà, c'est infernal à utiliser, c'est marrant, voilà, à la limite, vous faites ça une fois, 2 fois pour rigoler, mais vous ne mettez pas au point tout un système, et puis surtout, vous faites ça en studio, vous ne faites pas ça à l'extérieur, vous voyez ce que je veux dire, si vous voulez photographier des abeilles qui butinent, vous ne faites pas ça à la 20-25, c'est pas possible. Bon. Par contre, c'est là où ça devient intéressant. Si vous avez un APS-C, bon, bah, vous avez un capteur qui est plus petit. Donc du coup, bah, votre abeille qui fait 1 cm, pour rentrer dans un cadre qui fait 2,7 cm par 1,8 cm,
il ne faut pas grossir beaucoup, il faut grossir x1 pour mettre un peu d'espace, éventuellement x2. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous aviez un format CX, où là, l'abeille qui fait toujours 1,2 cm de long, hein, là le capteur il fait 0,8 cm par 1,3 cm. Donc là vous êtes agrandissement 1 maximum. Et je vous le rappelle, bon, ben, si votre Nikon One il fait 20 millions de pixels et votre D3300 24 millions de pixels, il n'y a pas grande différence en nombre de pixels. Donc grosso modo, la résolution angulaire de votre prise de vue va être équivalente. À la limite, si vous avez acheté un boîtier type APS-C, ou même un 24-36 hybride, et tout comme ça, et que vous commencez à vous intéresser à la macro, et que vous dites tiens, ça me plaît bien, voilà, ben, peut-être que l'évolution par rapport à la gamme de grandissement que vous voulez, et ainsi de suite, ça va être peut-être d'acheter un autre boîtier avec un capteur plus petit, mais toujours le même nombre de pixels, et puis un objectif macro avec une grande focale pour avoir de la distance frontale entre votre sujet et vous. Voilà. Parce que il y a un moment donné, dans le mode macro, on parle de grandissement, on ne parle plus d'angle de champ. Jamais j'ai parlé d'angle de champ dans toute cette vidéo. J'ai toujours parlé de grandissement. Parce que l'angle de champ n'a pas de sens. Alors c'est pas tout à fait vrai que l'angle de champ n'a pas de sens. Et c'est pour ça qu'on voit notamment apparaître des 15 mm macro. Parce qu'effectivement, pour la macro en milieu naturel, photographier cette petite fleur avec la... Alors j'ai une photo, là, j'espère que je la retrouverai. J'ai fait une photo macro avec un 12 mm. C'est-à-dire que j'ai mis la bague de mise au point au minimum, j'ai fermé le diaphragme et puis je me suis mis au plus près. Et donc ces champignons, voilà, j'aurais eu un schtroumpf en plastique dans la poche, là je l'aurais mis, ça aurait été drôle. Et puis derrière, on voit l'église, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais là, c'est de la photo macro artistique. Voilà, ça ne restera pas dans les annales pour autant. Mais la photo macro, on s'est tellement focalisé sur le sujet qu'on en a oublié l'arrière-plan. Et c'est aussi important. Enfin bon. Je vois que l'appareil n'est pas content, que ça va bientôt couper. Soyez éco, hein, pour essayer de comprendre, d'optimiser. Lisez beaucoup avant d'investir. Achetez des bouquins, allez à la bibliothèque, regardez les livres spécifiquement sur la macro, regardez les livres sur la photo en général pour voir s'il y a des photos macro dedans. Allez sur les forums, fouillez pour voir jusqu'où vous voulez aller et quels moyens il faut mettre en œuvre pour y arriver. Donc, essayez d'imaginer, forcez-vous à comprendre, voyez si ça vaut le coup d'optimiser avant d'investir. Voilà, c'est parce qu'on peut vite en mettre beaucoup d'argent là-dedans pour des résultats qui ne seront pas forcément satisfaisants au début et qui vont demander un investissement personnel en temps pour mettre au point la méthode, pour acquérir des situations, acquérir des objets, photographier des objets pour en final espérer une ou deux jolies photos macro. Souvenez-vous que les gens qui sont publiés ne publient que 1%, 0,1%, 0,01% de leur production. Donc, persévérez, mais sachez où vous allez. Voilà. Et après, faites des images. Au revoir.